Bienvenue dans le Café des Voyageurs, un podcast d'Atalante. Du sommet du Kilimandjaro au cœur du Sahara, d'un bivouac dans la jungle à la rencontre avec les Mongols, un voyage est avant tout une expérience. Le Café des Voyageurs, un voyage sonore et une immersion aux confins de la nature et des peuples. Atalante, le spécialiste du voyage à pied en petits groupes. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode qui va vous emmener à la découverte du Népal. Rejoignez Audrey, Landry, Rajiv, Rudra, le guide Mathis Dumas et le docteur Sonia Popov pour vivre une immersion hors des sentiers battus, des forêts de rhododendrons, au sommet majestueux de l'Himalaya. Audrey et Landry, bonjour et bienvenue dans notre podcast. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous décrire les paysages ou les scènes qui vous ont le plus marqué durant votre voyage au Népal ? Alors moi je dirais que pour être parti sur le tour des Annapurna, la scène qui m'a le plus marqué, il y en a plusieurs, mais c'est vraiment un ensemble. Pour le coup, on avait une montée, on va dire crescendo en altitude, une première partie qui était dans la forêt, avec des couleurs assez incroyables, des rhododendrons en fleurs, et après la montée plus crescendo où on perd un peu l'aspect végétation, mais où on a les montagnes, les hauts sommets à plus de 8000 mètres des Annapurna qui se présentent devant nous. Si je devais retenir une journée sur ce trek-là, je retiendrais notamment le 6e jour. On a vu vraiment cette grandeur de tous les sommets. En passant au village de Garou, on a pu partager un repas avec le reste du groupe qui était juste incroyable, avec plus d'une dizaine de massifs, je pense, des Annapurna qui étaient visibles devant nous. Ce jour-là, on a eu aussi le reflet des montagnes dans un lac. C'était vraiment assez incroyable. Si je devais retenir une scène en particulier, je dirais que c'est la dernière soirée qu'on avait pu partager avec le reste du groupe, mais aussi toutes les équipes qui nous ont accompagnés durant le trek. On a pu partager à la fois un repas et même des moments de danse, de chant, que ce soit népalais ou français. Voilà, c'était un peu un mélange des cultures qui était aussi assez intéressant à voir sur ce trek-là, quoi. Alors moi du coup, j'ai fait un autre trek, les balcons des Annapurna et des Dholagiri. Du coup, ce que j'ai vraiment retenu et que j'ai adoré, c'est ces vues magnifiques sur toutes ces montagnes. Mais aussi, du coup, un autre aspect que j'avais moins imaginé à la base quand je pense au Népal, c'est tous ces villages, ces rizières, des rhododendrons en fleurs et aussi des rencontres qui se font au détour des chemins et qui sont hyper riches en émotions. Génial, en tout cas, quand on vous écoute, ça fait rêver. Si on parle un peu de l'alimentation au Népal et des saveurs que vous avez découvertes là-bas, y a-t-il un plat ou une boisson locale que vous avez aimé ou qui vous a surpris ? Alors, je dirais les momos. C'est vraiment trop bon. C'est des raviolis fourrés soit à la viande, soit aux légumes. Et du coup, c'est très très bon. Et après, on a le plat typique qu'on retrouve un peu partout et qu'on mange souvent. C'est le dal bhat. Bon voilà, moi après, c'est vrai que je rejoins Audrey sur ce qu'elle a dit en termes d'alimentation, c'est plutôt pas mal au niveau des momos, du dal bhat. Le dal bhat, c'est un plat en fait qui est assez complet, qui est plutôt agréable quand on revient de trek et qu'on est plutôt fatigué. Voilà, c'est fait à base de riz, de lentilles, de légumes, parfois avec du poulet, donc c'est assez varié. C'est des saveurs qu'on n'a pas forcément l'habitude de retrouver en Europe, qui sont vraiment appréciables après une journée de marche complète, quoi. C'est vrai qu'on mange trop bien tous les jours, en fait. Même dans les lodges les plus reculés, on a toujours super bien mangé. C'est vrai que même dans certains lodges qu'on est à plus de 4000 mètres, il y a toujours la même qualité qui se ressent, les équipes sont aux petits soins. Voilà, après chaque étape, on avait l'habitude de partager des pauses thé avec tout le reste du groupe. C'est ce qui nous permettait aussi de nous connaître un petit peu mieux chacun, connaître un petit peu mieux l'équipe qui nous encadrait, donc c'était aussi un point fort pendant ce séjour-là, quoi. En soi, on a l'air de super bien manger au Népal, mais parce que vous marchez aussi beaucoup. Et du coup, quelle a été votre plus belle randonnée durant ce voyage ? Ma plus belle randonnée, ça a été Multai Peak. C'est du coup un sommet que l'on fait durant mon trek. On part du coup de nuit, donc il y a toute une ambiance en fait déjà de marcher avec les frontales, etc. Et on arrive là-haut en fait au lever du soleil, donc les couleurs sont juste magnifiques. On a une vue à 360 degrés sur le massif des Annapurna et le massif des Dholagiri. C'est juste extraordinaire. En fait, d'être vraiment entouré de ces plus hautes montagnes du monde, moi, ça m'a vraiment émue et j'en garde des souvenirs inoubliables.
Ouais, c'est vrai, je rejoins complètement Audrey sur ce qu'elle vient de dire. J'ai pas vraiment une randonnée qui m'a marqué plus que ça. C'est vrai qu'elles sont toutes différentes et elles ont toutes des particularités qui font leur charme. Mais voilà, si je devais vraiment en retenir une, je dirais que c'est quand même le passage au col du Torong, nous sur notre trek, qui a été vraiment le sommet de ce séjour-là, avec un lever à 4h du matin, une montée à la frontale et juste un lever de soleil époustouflant à 5400 mètres où on avait des lumières incroyables, une vue sur tous les massifs à plus de 8000 mètres des Annapurna. Il y avait aussi l'aspect émotion qui rentrait en compte parce que voilà, c'était quand même assez physique pour monter à cette altitude-là et il y avait vraiment les frissons quand on était au sommet et je pense que c'est un petit peu la cerise sur le gâteau de ce trek-là, quoi. Merci Audrey et Landry pour ce récit fascinant sur vos expériences à travers les montagnes himalayennes. Nous poursuivons ce podcast avec Rajiv, népalais d'origine, qui a œuvré à la création de l'agence locale sur place. On a créé l'agence locale au Népal en 2015 avec Poudi, Anup et Anurod. Ça fait 20 ans que je les connais parce qu'avant de créer l'agence sur place, ils travaillaient pour nous comme guides. L'agence est basée à Katmandou et depuis Katmandou, on fait tout l'Himalaya, le Népal, l'Inde, le Ladakh qui est situé en Inde, le Tibet. Ce sont des destinations qui font rêver tous les randonneurs, ceux qui aiment la nature, c'est vraiment le paradis. Donc pour nous, c'était une évidence qu'il fallait avoir une agence là-bas. Donc le jour où Boudi et Anup sont venus me voir en disant j'ai envie de faire autre chose que le guide, on a pensé tout de suite à ce projet de créer l'agence sur place. Après, le défi, c'était de créer une nouvelle équipe de guides, de gens qui travaillent au bureau. Donc ça, c'était un autre défi, mais c'est un travail qu'on sait faire. Donc on a fait des formations régulières aux guides et au fur et à mesure des années, on a créé cette bonne équipe de guides. Et en parlant du terrain, justement, quoi de mieux que d'écouter ce qu'ils vivent au quotidien ? Notre prochain invité est Rudra, guide Atalante depuis plus de 20 ans au Népal. Rudra, bonjour. Peux-tu nous en dire plus sur ce qui te plaît dans ton métier de guide ? C'est la rencontre, les échanges, les partages, la vie des Européens, comment vous vivez, le Népal. Et c'est vraiment bien, j'aime bien l'échangement partagé. Le bouddhisme fait partie intégrante de la vie de nombreux Népalais. Rudra, peux-tu nous en dire davantage sur ce que cela représente et sur sa pratique au quotidien ? Je suis né dans une famille hindouiste, mais il y a une quinzaine d'années, je suis converti dans le bouddhisme. Et la pratique, à la base, c'est la discipline. Moi, je ne suis pas un grand pratiquant. Je travaille en même temps et le reste du temps, j'essaie d'appliquer la philosophie bouddhiste dans ma vie quotidienne. C'est plutôt, j'essaie de rester à la discipline. Et il y a 5 commandements. J'essaie d'appliquer dans ma vie. Et après, je fais de 5 préceptes. C'est ne pas tuer. Ça, c'est le premier précepte bouddhiste. Et j'essaie d'appliquer dans ma vie aussi. Deuxième, c'est ne pas mentir. Ne pas avoir la sexual misconduct avec une femme de quelqu'un. Ne pas boire ou ne pas fumer. Mais souvent, c'est plus facile, c'est la respiration. Et au début, on surveille notre respiration. On commence par ça. Et après, il y en a plusieurs techniques, plusieurs niveaux. Il y en a plusieurs sortes de méditation. Le but, c'est être en conscience toujours. Tu es issu de l'ethnie Kshetri, mais de nombreuses autres ethnies vivent au Népal, chacune avec ses propres coutumes. Peux-tu nous en dire plus à ce sujet ? Moi, je viens de Solukhumbu, c'est la région des Sherpas. Sherpas, c'est une ethnie, ils sont très connus. Au début, ils étaient très connus pour l'expédition. Maintenant, c'est encore, mais il y a plusieurs d'autres ethnies aussi, ça commence à faire l'expédition. Avant, c'était Sherpas. Mais à part ça, il y a plusieurs différentes ethnies. Par exemple, Rai, Tamang, et puis Kshetri, Brahmin. Il y a des Sudra, on l'appelle Bika, tout. Et Magar aussi, c'est une ethnie importante. Je viens d'ethnie Kshetri. Plutôt les Sherpas originaires, ils sont bouddhistes. Les autres ethnies, ils sont religieusement, ils sont un peu mélangés. Ils pratiquent un peu de chamanisme ou le Bonpo.
Ils font leur prière aux natures. Le reste, par exemple, les Mughals, Kshetris, Brahmins, ils sont plutôt hindouistes. Après avoir exploré les richesses du Népal à travers les yeux de notre guide Rudra, nous allons à présent écouter le témoignage de Mathis Dumas, guide de haute montagne, connu entre autres pour son ascension récente de l'Everest. Comment décrirais-tu le Népal ? Alors le Népal, moi je le décrirais un peu comme le pays des extrêmes. T'as des sommets himalayens qui sont vraiment extrêmes, hyper hauts, où il fait très froid. Et en même temps t'as toute la partie sud Népal qui est plutôt en mode jungle, où il peut faire très chaud, très humide. Et du coup c'est vraiment des ambiances complètement différentes. Et au fur et à mesure que tu te rapproches de l'Himalaya, en fait tu passes par tous les étages de végétation, de culture, de population qui sont complètement différents. Et du coup ça fait un voyage qui est assez atypique. Actuellement, certaines personnes ne connaissent le Népal qu'à travers l'Everest. Selon toi, est-ce que cela dénature la vision de l'alpinisme et du Népal ? Je pense qu'il y a énormément de personnes qui connaissent le Népal que à travers l'Everest, en tout cas que à travers ce prisme-là qui est très médiatique, qui est énormément mis en avant, alors qu'en fait c'est un pays où l'Everest c'est même pas 0,5% de ce qu'on peut trouver dans ce pays-là. Il y a toute une partie de jungle, il y a toute la partie ouest Népal qui est complètement sauvage et vierge. Il y a plein de vallées qui sont quasiment inexplorées, où il y a très peu de tourisme. Et donc en fait tu peux avoir des aventures hyper riches et hyper sauvages, alors que tu as cette vallée du Khumbu et de l'Everest qui est très médiatisée, alors qui est très belle aussi, parce que justement Ahmad-Ablam, Everest qui sont des sommets mythiques et tout le monde a envie d'aller là-bas et il y a un attrait pour cette vallée qui est énorme, mais voilà, c'est vraiment une toute petite représentation de ce qu'est le Népal en tout cas. Le fait de voir que à travers, on va dire, l'Everest, on voit même pas 1% de ce qu'est le Népal, et surtout sur un sommet qui est comparable à nul autre. Même les autres 8000 sont pas comparables à l'Everest, dans la manière de le grimper, dans la manière dont c'est devenu quelque chose de touristique. Et du coup, je pense que c'est pas la bonne vision. Après, grâce aussi à l'Everest, il y a une mise en avant du Népal et de cet endroit-là du monde, et qui fait que les gens qui vont peut-être aller à la base pour faire de l'alpinisme ou pour aller voir l'Everest vont peut-être découvrir toute la culture autour de ce sommet-là, découvrir d'autres vallées, découvrir d'autres parties du Népal. Pour moi, c'est une porte d'entrée et c'est une vitrine pour le Népal, comme dans les Alpes, on a le Mont Blanc. Il n'y a pas que le Mont Blanc, mais du coup, tu peux t'arrêter que à l'Everest et te dire que voilà. Mais si tu as un peu plus cette âme d'explorateur et que tu as envie d'aller voir autre chose, tu peux complètement être surpris par la beauté de toute cette culture qu'il y a autour de l'Everest. Ouais. Quelles sont les principales difficultés lorsqu'on fait une ascension en haute altitude et quel comportement faut-il adopter en cas de problème ? La principale difficulté, c'est l'altitude et je dirais l'alimentation, parce qu'en fait, de par l'acclimatation qu'on doit avoir pour aller à ces altitudes-là, on passe énormément de temps dans les vallées himalayennes et c'est un confort qui est rustique, donc on mange pas comme on veut, on dort pas forcément comme on veut, et puis tout n'est pas aseptisé comme chez nous en Europe, et du coup on peut tomber malade facilement, ou du moins plus facilement. Et donc c'est plus ça qui est pas évident à gérer, toute cette partie d'acclimatation, de gestion du confort. Si tu fais mal ton acclimatation, ton projet il peut tomber à l'eau. Si tu t'alimentes mal ou que tu tombes gravement malade, c'est pareil, ton projet il peut tomber à l'eau. Surtout sur un sommet comme l'Everest où tu as une fenêtre de tir qui est très réduite, faut vraiment pas tomber malade, sinon ça reporte de 1 an. Ça entraîne des coûts qui sont quand même énormes derrière, en termes de temps, d'argent et d'énergie. Donc voilà, c'est vraiment ça pour moi le plus dur à gérer. Quel est le rôle du guide selon toi dans des ascensions au Népal ? On a vraiment ce rôle de facilitateur et on va rendre le travail beaucoup plus confortable et pour les Sherpas et pour les personnes qu'on accompagne là-haut. Parce qu'on va pouvoir les rassurer d'une certaine manière et on sait les limites qu'on peut fixer en termes de sécurité, en termes de risque pris. Pour toi, quelle est l'importance des Sherpas dans les treks et ascensions au Népal ? Les Sherpas, pour moi, ils ont vraiment une importance qui est centrale et qui est hyper importante au Népal, surtout sur les sommets à plus de 8000 mètres ou n'importe quelle ascension, parce qu'ils ont ces prédispositions génétiques à supporter l'altitude. C'est leur montagne, donc ils connaissent par cœur comment les grimper, comment les escalader, par quelle voie, par quels moyens. Ils ont toute cette expérience-là et ce vécu que nous, on n'a pas forcément. Et aussi, ce sont des personnes avec un cœur qui est immense et ils ont une culture qui est juste magnifique. C'est des personnes qui sont très attachantes, avec toujours le sourire, de voir comme ils peuvent être déconnectés de notre univers à nous, qui est un peu dans cette vie à 2000 km/h, un peu ce qu'on appelle la fast life. Eux, ils sont vraiment dans un truc un peu plus cool et de voir qu'ils sont heureux, avec beaucoup moins de superficiel que nous on peut avoir dans nos vies. Et le rapport qu'ils ont à la montagne est totalement différent, Donc c'est hyper intéressant. Pour moi, la plus grande source de culture et d'intérêt, c'est de partager avec les populations locales. Et en fait, une fois que tu es en bon terme avec eux, entre guillemets, que tu as montré que c'est un respect mutuel, ils te partagent volontiers leur savoir, leurs histoires, leurs récits. Et c'est fascinant de voir tout ce qui s'est passé, tout ce qu'ils ont vu, et de voir leur perception aussi du monde qui est complètement différente. Quels sont les moments forts que tu as pu vivre au Népal ?
Quand on fait le trek pour aller au camp de base de l'Everest, la première fois que tu vois l'Everest ou la Madablam, c'est des moments qui sont inoubliables, c'est des sommets qui sont quand même mythiques. La première fois que tu vois l'Everest, c'est quand même quelque chose d'assez marquant, et d'être là sur un chemin de randonnée, de te dire qu'il y a tous les conquérants, les explorateurs qui sont passés là il n'y a pas si longtemps que ça, d'essayer de se mettre à leur place en s'imaginant un peu qu'est-ce qu'eux ils ont pu ressentir la première fois qu'ils sont arrivés dans ces vallées et qu'ils ont vu ces montagnes-là. Je pense que ça devait être quelque chose. Mais c'est vraiment, pour moi, la première fois que tu vois l'Everest, c'est vraiment un sentiment qui est particulier, et je me dis que ça vaut vraiment le coup quand même une fois dans sa vie d'aller voir ça, quoi. Quel conseil pourrais-tu donner aux voyageurs qui souhaitent partir faire un trek au Népal ? Plus ils vont faire de sport avant, et plus ils vont s'entraîner au maximum autour de chez eux, à faire des randonnées avec un petit sac à dos, au mieux ils seront là-bas, ils seront plus confortables. Et voilà, et après il faut juste faire un peu attention à ce que tu manges, à être bien équipé et être humble une fois de plus face aux éléments. Et voilà, et après ça va bien se passer, hein. Les Népalais ils sont hyper souriants, la culture elle est incroyable, et voilà, mais il faut pas griller les étapes, c'est comme partout, et respecter l'environnement dans lequel on évolue. Pour s'entraîner, pour aller faire un trek, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir non plus une condition physique qui est exceptionnelle. Il faut juste pouvoir marcher au moins 3-4 heures par jour avec un petit sac à dos. Quelques week-ends avant de partir, tu te fais quelques randos, ça fait tourner les jambes, ça te remet un peu en forme, et ça suffira, tu vois. Mais voilà, après c'est bien aussi si on va en altitude, faire des treks, passer des cols, c'est bien de faire un petit test avant, voir comment on réagit à l'altitude, parce que là on peut se mettre en danger, soi-même et aussi les personnes autour de nous, et aussi rendre le trip peut-être un peu moins agréable pour les personnes qui vont le partager avec vous. Et surtout, vous êtes obligé de redescendre en hélicoptère, ce qui n'est pas non plus le top pour l'environnement et votre porte-monnaie. Merci Mathis pour ce témoignage. Nous allons à présent écouter les conseils de Sonia Popov, médecin spécialiste en haute montagne et secouriste, pour préparer au mieux et vivre pleinement son aventure au Népal. Sonia, quels conseils donneriez-vous à des personnes qui souhaitent réaliser un trek en haute montagne ? Donc au départ, quand on n'a jamais marché en dénivelé positif, c'est-à-dire quand on n'a jamais gravi de montagne, il ne faut pas être trop ambitieux et progressivement augmenter le nombre de dénivelés sur les entraînements qu'on va faire. Pour la préparation d'un voyage, par exemple au Népal ou en Himalaya, il est intéressant de se rapprocher d'une consultation de médecine de montagne avec des médecins spécialisés dans ce domaine-là qui pourront vous aider à personnaliser votre voyage et surtout votre pharmacie. Hormis la condition physique, quels autres critères peuvent intervenir ? On entre dans un environnement qui peut devenir hostile pour plusieurs raisons. D'abord, parce que plus on monte en altitude, plus il fait froid. Donc, plus il fait froid, plus il va falloir avoir des vêtements adaptés, des vêtements qui tiennent chaud. Des vêtements qui tiennent chaud, c'est des vêtements non pas en coton, mais en laine, de façon à ce qu'ils ne gardent pas l'humidité. C'est pour ça que dans le commerce, vous trouvez des vêtements en mérinos. C'est des vêtements qui respirent bien et surtout des vêtements qui vont sécher au fur et à mesure que l'on transpire. Il va falloir, en plus du froid dont il faut se protéger, avoir des vêtements adaptés pour lutter contre le vent. Donc le vent, c'est la fameuse veste Gore-Tex. Elle est quand même indispensable pour se couper du vent et elle devra être portée par-dessus les vêtements thermiques. Donc les vêtements thermiques, c'est ces fameux dessous, première couche qu'on met à même la peau en mérinos ou en laine, avec éventuellement des petites doudounes en duvet. Par ailleurs, en altitude, plus on monte en altitude, plus les UV, les ultraviolets vont être agressifs, donc il faudra se munir d'une crème solaire plutôt de protection 50, sachant que une fois appliquée le matin, il faudra la réappliquer à intervalles réguliers pour être réellement protégé des UV. Des lunettes de soleil de type glacier, c'est-à-dire avec un indice de protection à minima de 3 voire 4. Et en plus de ces lunettes de soleil, en cas de vent, il vaut mieux être équipé d'un masque tempête type masque de ski qui protège les yeux également des courants d'air qui pourrait y avoir sur les bords des lunettes et protège les yeux des gelures, des globes oculaires. Que faut-il mettre dans son sac de randonnée ?
Dans ce sac, vous aurez de la nourriture parce que vous allez dépenser des calories et surtout de l'eau. En effet, le plus important, c'est l'hydratation parce qu'en altitude, l'air est sec. On va respirer un air sec, donc qui va majorer la perte d'eau en plus de la transpiration due à l'effort physique. Quels sont les symptômes du mal des montagnes et pourquoi apparaissent-ils ? Il est tout à fait normal quand vous arrivez en altitude de faire ce qu'on appelle un mal aigu des montagnes qui n'est pas une maladie, qui est juste un ensemble de symptômes comme les nausées, le mal de tête, les vertiges, un ensemble de symptômes qui prouvent que vous n'êtes pas encore acclimaté à la haute altitude. Pourquoi cet ensemble de symptômes ? C'est très simple. Quand vous arrivez en altitude et plus vous allez monter, plus les effets de l'altitude vont être ressentis, vous allez avoir moins d'oxygène. Si vous n'êtes pas correctement acclimaté à l'altitude et que vous voulez progresser trop rapidement, vous risquez de développer par contre des complications en lien avec ce manque en oxygène qu'on appelle hypoxie. Vous pouvez développer un œdème pulmonaire de haute altitude ou un œdème cérébral de haute altitude, voire les deux. L'œdème pulmonaire de haute altitude, c'est très facile à reconnaître, c'est quelqu'un qui est essoufflé en permanence, même au repos. L'œdème cérébral de haute altitude, c'est quelqu'un qui a des maux de tête qui ne cèdent pas, malgré la prise d'antalgiques type Doliprane, paracétamol. Donc la règle de progression en haute altitude, c'est de ne pas progresser de plus de 400 mètres de dénivelé positif par jour pour laisser le temps à votre corps de s'habituer à ce manque d'oxygène. Progressivement, il va fabriquer ces fameux globules rouges et après, vous vous sentirez de nouveau bien, particulièrement au repos, vous dormirez mieux la nuit. Merci Sonia pour vos précieux conseils. Nous espérons que cet épisode vous aura donné envie de découvrir le Népal. La prochaine fois, nous partirons pour le Vietnam, célèbre pour ses rizières en terrasse, à la rencontre des ethnies du Nord. À très vite pour un nouveau rendez-vous du Café des Voyageurs.